Tac. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Claire et moi sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle réunion, rencontre, atelier, comme on voudra, dans le cadre groupe enseignement supérieur. Ce sera notre dernière séance sur l'approche par compétences. Et aujourd'hui, nous accueillons Florent Chevalier, qui est maître de conférences en phonétique et phonologie de l'anglais à Nantes Université. Et Florent a animé le travail de refonte de la filière à l'LCER pour le passage à l'approche par compétences qui était prévu à la rentrée de septembre 23. C'est bien ça, je ne me trompe pas jusque-là? C'est bien ça. Parfait. Et donc, sa présentation s'intitule Encourager le travail interdisciplinaire par le prisme de la compétence de la fiche RNCP au bloc pédagogique. Laurent, je vous laisse la parole et merci d'avoir répondu à notre appel à témoignage. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci pour la présentation. Je vais commencer tout de suite par peut-être préciser mon propre positionnement par rapport à l'approche par compétences, que je pense que ça permet de colorer un petit peu le discours qui suit derrière. Et puis aussi préciser, je suis maître de conférence que depuis un an, hein, je suis arrivé il y a un an à Nantes Université. J'ai pris le train en marche, enfin, il venait juste de démarrer, j'ai pas eu trop de retard non plus. Et personnellement, j'étais tout à fait favorable à la réflexion, en tout cas, concernant la mise en place d'une approche par compétences au sein de notre filière LLCER. Je suis arrivé plutôt optimiste sur ce projet-là. J'ai conscience que c'est pas la majorité, comme tu l'as dit plutôt, Marie-Pierre, ce qui m'a amené après à faire cette présentation aujourd'hui, c'est qu'on sait il y a une certaine inquiétude. Moi, j'étais plutôt positif. Il y avait une autre collègue qui venait d'arriver en même temps. On était plutôt enthousiastes. Il y avait un peu un trou dans le département d'anglais où les collègues disaient il faut qu'on fasse quelque chose, mais personne n'a envie de s'en emparer. Et c'est comme ça que les choses se sont mises en place. D'un point de vue du contexte qui était le nôtre à Nantes Université, il y a une vraie politique d'établissement à Nantes Université de basculer en approche par compétences pour toute l'université. Il y a eu déjà des composantes pilotes qui ont commencé il y a un an ou deux sous la forme de l'approche par compétences, une par pôle, donc l'université organisée en 4 pôles. Donc pour le pôle humanité, c'était l'UFR de psychologie qui a démarré en premier. Euh, on est sur une politique d'établissement qui est ouvertement compétence dans le sens libéral de la chose. Il faut reconnaître ça. Il y a compétence et compétence. On n'est pas sur une approche compétence piagétiste et développement psychologique. On est sur une approche de quelle case on peut cocher lors d'une inscription à Pôle emploi. Et il y a donc tout un département, en fait, il y a tout un service central qui est là pour accompagner les formations dans cette direction-là. C'était aussi une des raisons pour lesquelles j'estimais qu'il fallait être présent parce que les discussions avec ce service, donc qui était le Centre de développement pédagogique, étaient soit de l'accompagnement lorsqu'on travaillait avec eux, soit du recadrement lorsqu'ils avaient l'impression qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Ceci étant dit, les collègues du Centre de développement pédagogique étaient extrêmement ouvertes et n'ont pas cherché à nous imposer une logique économique de nos formations qu'on rejetait particulièrement dans le pôle humanité. Les relations, dans le contexte, on a donc le Centre de développement pédagogique qui a proposé des guides de construction de la formation. Donc, c'était des guides extrêmement succincts, 9 pages pour la licence, 5 pages pour le master, nous expliquant comment on devait restructurer la licence, quels devaient être nos objectifs et quelles étaient les spécificités de la mise en place de ce nouveau type d'offre de formation à Nantes Université. En gros, l'objectif, c'était de structurer la formation de licence en 3 blocs de spécialisation progressive. Un bloc qui serait dit disciplinaire, un transversal, un complémentaire. L'idée étant, le disciplinaire, ce sont les cours que ne suivent que les étudiants de la formation en question et qui sont obligatoires pour tous les étudiants de la formation.
Le transversal concerne des éléments qui sont pas nécessairement propres au champ d'études, mais que tout étudiant de niveau Bac+3 doit maîtriser, des compétences en français, en informatique par exemple. Et le complémentaire est un petit peu un objectif à la carte qui permet à l'étudiant de construire son parcours en choisissant des options, soit dans sa propre discipline, soit à l'extérieur. Euh, on avait une architecture modulaire très imposée d'un point de vue du nombre de crédits par ECTS, parce que l'objectif à terme pour notre université, pour le prochain renouvellement de maquette en 2028, c'est d'ouvrir complètement le volet complémentaire à toute l'université. Et donc, l'idée qu'un étudiant de LLCER peut aller prendre des options dans n'importe quelle composante. Euh, c'est un objectif, on en est très très loin. À l'heure actuelle, il visait au moins une ouverture interne au pôle cette année, mais ça a été impossible d'un point de vue des logiciels d'emploi du temps, d'inscription, etc. Euh, on avait également comme instruction d'intégrer des UE spécifiques liés à la méthodologie du travail universitaire, à l'ouverture professionnelle, aux enjeux sociétaux, mais aussi à l'initiation à la recherche. Donc il y avait vraiment une volonté aussi de repopulariser la formation recherche qui perd un petit peu en étudiant en intégrant les compétences de recherche dès la licence. Euh, L'objectif d'une spécialisation progressive était aussi de considérer que l'étudiant, progressivement, au cours de ses 3 années de licence, doit se spécialiser de plus en plus dans sa matière, donc dans ce qui nous intéresse, doit avoir chaque année de plus en plus de cours d'anglais et de moins en moins du reste. D'un point de vue du calendrier, le travail a commencé en juin 2022 et s'est achevé, enfin le travail de réflexion s'est achevé en avril 2023. On a dû rendre nos prévisions de maquette en avril 2023 pour une mise en place en septembre, il y a 2 mois. Euh, la mise en place s'est faite pour toutes les années de toutes les formations. Il avait été envisagé de n'ouvrir que les premières années, d'ouvrir que la L1 et le M1, et de rester sur l'ancien régime pour les années suivantes, et de le faire de manière un peu pyramidale, mais finalement, on a dû tout ouvrir d'un seul coup. Euh, le travail s'est décomposé en fait en 2 parties. On a eu un travail de réflexion sur le référentiel de compétences, donc sur l'adaptation de la fiche RNCP à la formation à l'LCER à Nantes. Donc, c'est ce qui nous a occupé de juin à décembre. Et ensuite, on a eu 3 petits mois pour vraiment construire l'offre de formation elle-même, c'est-à-dire les cours, comment ils s'organisent à l'échelle d'une UE, quel volume horaire, etc. La mise en place, donc, était prévue pour septembre 2023, a plus ou moins été mise en place en septembre 2023, mais je reviendrai plus tard là-dessus, on en est encore très très loin. La première partie du travail sur le référentiel de compétences par filière, donc a eu lieu de juin à décembre 2022. L'objectif a été eh bien, on a pris la fiche RNCP de la formation à l'LCER et on a vu comment est-ce qu'on pouvait décliner à Nantes les différents attendus et les différentes compétences de la filière à l'LCER. Ce travail-là, donc, il a été fait par filière. Donc, dans ma composante à la FLCE, nous avons 2 filières, LLCER, LEA. Et donc, nous avons travaillé en filière, ce qui, je vais venir, a été un problème fondamental pour la rédaction de cette fiche RNCP. On a 8 parcours dans la filière LLCER. En gros, on a l'allemand, on a l'anglais, on a l'espagnol, on a l'italien et on a des parcours dits bilingues qui mélangent 2 des 4 langues. Ce travail sur la rédaction de notre propre référentiel de compétences, donc sur les compétences qu'on voulait viser à l'issue de la licence LLCER, mais aussi du master LLCER, a été animé par les collègues du Centre de développement pédagogique et, a très vite, tourné en notre boudin. Il n'y a pas d'autre manière de dire les choses. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que on avait beaucoup de mal à se mettre d'accord entre les 4 départements de langue concernés sur les compétences qu'on visait à la sortie de la licence. On s'est rendu compte qu'on était des départements de culture universitaire très différentes, qui résonnaient avec un public d'entrée très différent. On a par exemple la licence d'italien qui est composée majoritairement d'étudiants débutants, et donc qui ne vise pas du tout le même développement euh, et en termes de contenu et en termes de compétences à la fin de la licence. On s'est rendu compte qu'il y a des départements qui visent beaucoup plus une insertion vers des masters, enfin une poursuite d'études vers des masters professionnalisants, d'autres qui sont tournés vers les concours de l'enseignement, et qu'en fait, on n'arrivait pas tout à fait, ou pas du tout, en fait, à se mettre d'accord sur quelque chose qui ressemble et à ce qui se fait en anglais, et à ce qui se fait en espagnol, et à ce qui se fait en allemand, et à ce qui se fait en italien. Et quand on rentrait sur la partie bilingue, c'était encore pire. C'est là la difficulté de la filière LLCER, c'est que nous ne sommes qu'une seule filière.
que les langues ne sont que des spécialités de la filière. Et donc, nous n'avons qu'une seule fiche RNCP pour toute la filière. Nous n'avons qu'un seul référentiel de compétences pour toute la filière. Euh, je dois aussi préciser que les collègues du CDP qui nous ont accompagnés à ce moment-là, du Centre de développement pédagogique, ont vraiment essayé de dépasser les craintes qu'avaient les enseignants. Elles savaient qu'elles arrivaient en terrain miné. Et donc, elles ont vraiment insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas de nier les contenus spécifiques à la formation d'un étudiant angliciste ou germaniste, etc., mais qu'il s'agissait simplement de réfléchir à la transposition de ce qu'on fait à l'intérieur de nos petits cours vers le monde extra-universitaire. Donc, on a, tant bien que mal, plutôt mal que bien, établi notre référentiel de compétences nantais pour la filière LLCER. Celui que je vous affiche, c'est pour la licence. Je ne vais pas le commenter, on était très très déçus du résultat. On a finalement plus à un moment discuté de la position d'une virgule dans la phrase que du contenu même de chaque bloc de compétences. Parce que voilà, on n'avait pas du tout les mêmes attendus et, euh, et, et ça a été, on finalement, on a juste rempli ce document parce qu'il nous le fallait à un moment. Il fallait que le pôle voit qu'on avait avancé. Donc, on a juste rempli un document vite fait, mais sans se mettre tout à fait d'accord. La deuxième partie du travail, qui a eu lieu de janvier à avril, cette fois-ci, c'était vraiment la construction de l'offre de formation, qui normalement devait découler de ces blocs de compétences qu'on avait décidés, puisque à chaque bloc de compétences, on devait avoir attribué des résultats d'apprentissage. Donc, comment est-ce qu'on valide, avec quel type d'exercice on valide que la compétence a été obtenue. Mais comme on n'avait pas réussi à valider, à se mettre d'accord sur ce qu'on voulait faire de chaque compétence, on n'avait pas non plus réussi à se mettre d'accord sur des résultats d'apprentissage qui concerneraient toute la filière. Donc, on est finalement rentré dans le vif du sujet à partir du mois de janvier. Il y a eu deux processus en parallèle. D'une part, des discussions en filière pour toutes les langues de la filière LLCER et également des discussions internes au département d'anglais pour les cours qui ne concerneraient que les étudiants anglicistes. En filière, on avait donc fait le constat de l'impossibilité de trouver un langage commun sur la compétence ou sur ce qu'on attendait de nos étudiants à la sortie de la licence. Donc, on a fait plutôt un travail, on va dire, arithmétique qui permettait de s'assurer que des éléments mutualisés et des enseignements à faible effectif ne risquaient pas d'être mis en difficulté ou dans une position de fermeture dans le cadre de la nouvelle offre de formation. Donc, on a vraiment plutôt consacré la réflexion à comment est-ce qu'on s'assure que ce petit cours d'italien est également suivi par telle autre personne, etc. En département, par contre, on avait vraiment lancé le débat sur la mise en place de l'approche par compétences et on espérait vraiment pouvoir se servir de la fiche RNCP comme support pour relancer la progression, le travail sur la progression des enseignements le long des 3 années de licence et des 2 années de master. Comme on n'était pas du tout satisfait de la fiche RNCP et de notre référentiel de compétences, on a abordé la question sous un autre angle et on a abordé la question sous l'angle de la micro-compétence. Je vais venir à ça derrière. Et puis, je vois oui, une question. Oui, en fait, bonjour, c'est simplement pour préciser, quand vous parlez de la fiche RNCP, c'est la fiche RNCP nationale que vous avez utilisée et que C'est vous ça. avez après essayé de décliner ce que vous appelez par de blocs de compétences, c'est votre déclinaison locale de la fiche RNCP nationale. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et c'est à quoi on n'a pas vraiment réussi à se mettre d'accord, puisque il y a des blocs de compétences de la fiche RNCP, de la fiche nationale, qui vont être, qu'on estimait travailler dans certaines filières, dans certaines spécialités, pardon, de la filière, dans certaines langues de la filière, mais pas dans d'autres. Euh, et c'est justement ce qui a posé cette difficulté lors des discussions en filière. On s'est retrouvé à faire des UE purement arithmétiques. Donc voilà, on a des yeux qui s'appellent langue et culture, culture et langue, qui ne servent en fait qu'à avoir un chapeau complètement faux, parce qu'on n'a pas réussi à mettre une UE réellement pédagogique en face des lignes de la fiche RNCP.
Euh, on a essayé, hein. Mais voilà, et c'est pour ça qu'en dans le département d'anglais, on n'a pas voulu en rester là et on s'est dit, il faut qu'on trouve un autre moyen d'avoir quelque chose en face de ces UE pour pas avoir des UE qui ne veulent rien dire. Pourquoi est-ce que tel cours serait dans l'UE langue et culture plutôt que dans l'UE culture et langue? Ça avait aucun sens et finalement, tout pouvait se jouer à la courte paille. Donc, on a vraiment voulu trouver un autre moyen d'articuler nos disciplines et nos enseignements au sein de la filière, au sein du département d'anglais. Et donc, on a travaillé sur le thème de la micro-compétence. L'objectif, en fait, et surtout la carotte, c'était la question de l'évaluation. C'était la question centrale pour deux raisons. D'une part, parce que on avait eu les retours de la table ronde qui avait été organisée à la SAES en 2022, où les collègues qui avaient fait un retour sur la mise en place dans leurs composantes avaient insisté sur la difficulté ensuite à décliner l'évaluation d'une compétence lors de la rédaction du règlement de contrôle de connaissances et s'étaient retrouvés face à des UE qui n'avaient pas changé par rapport à l'ancienne maquette, auxquelles ils avaient essayé de faire correspondre juste un chapeau de compétences, mais qui se retrouvaient dans l'incapacité d'évaluer de manière cohérente. Donc, on avait d'une part cette inquiétude-là, grâce au retour des collègues d'autres composantes, d'autres universités qui avaient basculé avant. Et puis surtout, à Nantes Université, on avait la spécificité d'être en examen terminal intégral. Donc, on n'avait pas du tout de contrôle continu. Et on avait une période de 2 semaines d'examen en janvier, puis une autre période de 2 semaines d'examen en mai, où les étudiants passaient tout en partiel, en fait, ce qui était une charge de travail énorme pour tout le monde, puisque derrière, on avait un temps très limité pour corriger les copies, pour pouvoir procéder à l'édition des procès-verbaux, etc. L'année universitaire se termine de plus en plus tôt, mais malgré tout, avec ces périodes d'examen, on se retrouvait à faire les, 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 les examens très tard dans l'année. Donc, on avait une double raison de s'inquiéter de l'évaluation. Euh, C'était également la question de comment est-ce que le même contenu pédagogique, on n'a pas peur d'admettre qu'on fait un contenu d'anglistique, comment est-ce que le même contenu pédagogique qui correspondrait, peut être travaillé par le prisme, par la même compétence, une micro-compétence, donc pas une compétence de la fiche RNCP, mais une compétence interne à notre formation. Comment est-ce que ce même contenu ou cette même compétence peut être co-évalué dans deux cours distincts? L'idée était de se dire, on peut mettre en place du contrôle continu, mais on ne va pas tous être obligés. Le règlement du contrôle continu à Nantes, c'est 3 épreuves par semestre pour chaque cours. Donc, puisque grâce à la mise en place de l'approche par compétences, on évalue à l'UE, on évalue au bloc pédagogique, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'un même contenu est évalué progressivement dans différents cours, sans que chaque cours ait nécessairement 3 évaluations spécifiques? La ligne de conduite, c'était donc de construire des blocs, pas du tout de conduire, de construire des blocs pédagogiques, des UE, dans lesquels les différents enseignements se répondaient tous avec l'objectif d'une évaluation commune. L'idée était de dire il faut qu'à la fin, on ait soit plusieurs évaluations au cours de semestre qui se complètent, soit qu'on ait un seul examen, oral ou écrit, à la fin du semestre, qui permette d'évaluer l'intégralité des enseignements parce qu'ils ont des points d'entrée communs. On a vraiment mené une réflexion sur la progression des savoirs, discipline par discipline. Donc, quand je dis discipline, civilisation, linguistique, littérature, les 3 secteurs ont travaillé chacun de leur côté sur qu'est-ce qu'ils estimaient nécessaire en L1, puis en L2, puis en L3, et comment le contenu de L1 pouvait servir le contenu de L2, etc. Et puis également une réflexion sur comment est-ce qu'on pouvait ajuster nos modalités de contrôle de connaissances, justement, pour répondre à cette évaluation commune. Le dernier point, il y avait une vraie volonté d'intégration des cours de langue orale et de traduction dans la maquette. Euh, C'est-à-dire pas de cours sans contenu. On ne voulait pas de cours de langue juste pour la langue. On voulait que tous les cours permettent de travailler un contenu ou une compétence commune. Donc il s'agissait de ne pas. C'était également une demande qui venait de la part de l'équipe de lecteurs, hein, qui était toujours jusque-là isolée, qui avait son cours indépendant dans une UE dans l'UE où il restait de la place et où il restait des ECTS concrètement, et qui souhaitaient en fait participer vraiment à la formation et qui souhaitaient donc que leur contribution soit mise au service de la formation dans son ensemble et non pas juste de faire de la langue orale et de la pratique orale et de la compréhension orale tous les semestres.
Ce travail-là, il a amené une refonte quasiment intégrale en fait de la licence LLCER anglais. Donc, je vous donne un petit peu l'exemple, par exemple, du premier semestre de L1 pour vous montrer comment on a travaillé. L'idée était d'avoir à chaque fois donc, des enseignements qui se répondent et qui permettent d'être coévalués. Donc, on a par exemple une UE d'introduction et à la littérature et à la civilisation qui est une UE qu'on a appelée Cultural Landmarks, qui est en fait une UE qui vise juste à avoir un panorama des références culturelles, historiques, méthodologiques indispensables pour le reste de la formation, et donc qui est vu plutôt comme une découverte d'un champ disciplinaire. En termes de fiche RNCP, c'est vers là qu'on va. On va vers la découverte du champ disciplinaire. On a une UE English as an Academic Genre, où en fait on a repensé la manière dont on a amené les cours de langue écrite, de traduction et d'introduction à la linguistique pour présenter, pour non pas juste refaire de la grammaire comme les étudiants en ont déjà fait des années en licence, en lycée pardon, et au collège, mais pour présenter en fait, c'est un petit peu un English for academic purposes qu'on fait là-dedans. C'est un petit peu pour montrer un nouveau registre de l'anglais. Donc, il est appliqué d'une part grâce à ce cours de writing skills qui permet vraiment de travailler comment est-ce qu'on rédige un argumentaire, par exemple, quel niveau de langue on utilise à l'écrit. Le Grammars of English, c'est un CM de linguistique qui, lui, permet de montrer justement l'existence des différents genres et donc d'accepter que nos étudiants arrivent avec une variété, on va dire, moins formelle de l'anglais parce qu'ils sont exposés à autre chose que de l'anglais universitaire avant d'arriver dans nos cours. Et donc, qui permet de recontextualiser les différents registres de l'anglais tout en permettant de commencer à jeter les bases de l'analyse linguistique. Et le cours de traduction, pareil, un cours de traduction comparé qui permet d'observer du matériau universitaire. On a également une UE phonétique langue orale, où là, on travaille sur la question de la phonétique segmentale et donc de l'articulation des différents segments. Donc, on voit d'une part en CM les caractéristiques articulatoires des différents sons de l'anglais, et c'est complété par un TP avec des lecteurs pour travailler la production des sons. Donc ça, c'est les blocs qu'on appelle disciplinaires. Donc tous les étudiants les suivent, tous les étudiants anglicistes suivent ces blocs-là. Ensuite, on a les blocs transversaux qui sont suivis par l'intégralité des étudiants de l'UFR, donc une LV2 et puis une UE qu'on appelle Culture du Monde qui est une UE qui sert surtout à donner des heures aux langues qui en ont besoin, mais qui est une UE qui présente un petit peu différents contrastes de traditions littéraires, artistiques, historiques. Et les blocs complémentaires sont les choix des étudiants. Donc, soit ils prennent d'autres cours en anglais, soit d'autres cours dans une autre langue, soit ils prennent, dans le cas du premier semestre, une ouverture vers LEA, au cas où ils sont arrivés en ne sachant pas tout à fait sûr de s'ils voulaient aller en LLCR ou LEA. Un autre exemple, au semestre 4, par exemple, nous avons une UE qui s'appelle Rhythm and Rhymes, qui mêle littérature phonétique et langue orale, dans lequel on travaille sur la compétence de la versification, en fait, et du rythme et de la scansion. Donc, on a d'une part un cours de phonétique où on travaille le rythme, l'intonation, les phénomènes d'emphase, etc. On a du travail sur le théâtre et la poésie en littérature qui permet de retravailler ces questions-ci. Et évidemment, ils ne font pas que de la scansion en littérature, mais les textes qu'ils étudient, ils l'étudient notamment par le prisme du rythme. Et en langue orale, on travaille aussi sur ce rythme. Enfin, on va travailler, les lecteurs vont travailler sur ces questions-ci aussi. Très brièvement sur le master, là aussi une refonte quasiment intégrale du master LLCER. On a un master qui est commun pour toute la filière. Donc, nous avons un étudiant germaniste et un étudiant italianiste. Donc, on doit prévoir leur insertion aussi dans ces cours-là. Je pourrais revenir sur le master si nécessaire. J'en viens à la mise en place. Avril 2023, nous devons rendre nos formations, nous devons rendre nos gabarits comme la scolarité les appelait, donc nos modèles de formation. On est tous épuisés. Hein. On avait 3 réunions d'une demi-journée par semaine pour arriver à ce travail-là dans les temps, et on y est arrivé dans les temps. Et puis là, l'institution nous lâche. Les personnels administratifs qui sont chargés de la codification, de la saisie, sont en arrêt maladie parce que quand ils ont vu arriver de toutes les composantes en même temps, pour toutes les années, pour toutes les filières,
des documents à saisir, ils ont compris qu'ils n'y arriveraient pas. Donc, ça a été un petit peu une difficulté. Pendant plusieurs mois, on n'a pas eu d'interlocuteur, on ne savait pas si on partait sur une mise en place à la rentrée 2023 ou pas. Ce qui fait qu'on est parti début juillet. Le personnel administratif était soit en arrêt maladie, soit sur le point de l'être. Le travail sur les modalités de contrôle de connaissances n'avait pas commencé. Le travail sur les services et les emplois du temps, il avait commencé, mais au cas où, mais on ne l'avait pas finalisé en sachant pas si vraiment ça valait le coup de commencer à réserver des salles, si on n'allait pas mettre en place la nouvelle offre de formation. Et qui fait que certaines maquettes ont été votées en début juillet pour certaines, donc à quelques jours de la fermeture de l'université. Donc on a pris connaissance pour certains parcours des maquettes en juillet et du fait qu'elles avaient été acceptées par le pôle. Donc elles n'étaient pas encore saisies, codifiées ou quoi que ce soit. Bien entendu, le principe même de l'architecture avait été validé. Certaines ont été rejetées, donc elles ont été votées en septembre. Donc on a commencé les cours, enfin on a failli commencer les cours sans avoir les maquettes. Heureusement, on n'a pas pu commencer les cours. On est donc arrivé début mi-septembre avec aucune maquette de saisie, aucune maquette de codifié. Donc, pas d'inscription, pas d'étudiants inscrits, pas d'emploi du temps possible, puisqu'on ne savait pas combien d'étudiants avaient choisi quel cours. Pas d'espace ENT, puisqu'il fallait créer des espaces pour chaque nouveau cours, qui n'avaient donc pas encore été codifiés. Donc, on a eu une rentrée très compliquée. On a dû décaler une semaine, puis une deuxième semaine, le début des cours. Puis on a fini par quand même ouvrir en faisant un petit peu à la louche, en se basant sur les effectifs des années précédentes pour créer des groupes de TD. On a encore à l'heure actuelle des parcours où les étudiants ne sont pas inscrits. La scolarité n'a toujours pas pu saisir les maquettes et donc il n'y a toujours pas d'inscription possible. Et on en est maintenant à faire le travail sur les modalités de contrôle de connaissances. Donc, on est en train de les élaborer. On a été obligé d'y penser, notamment parce qu'il y avait les équivalences. On a ouvert toutes les années d'un coup. Donc, on a les redoublants qui ont dû voir leurs UE précédentes être compensés dans la nouvelle structure. Donc, on a dû réfléchir là-dessus. Et en même temps, on nous demande d'élaborer un catalogue de fiches UE, donc un catalogue public du contenu de toutes nos unités d'enseignement. L'avantage cette rentrée un peu chaotique, c'est qu'on a pu avoir des premiers retours d'étudiants, particulièrement des redoublants, puisque c'est ceux avec lesquels on a pu échanger sur quel cours allait compenser quel cours, ou quel UE allait compenser quel UE. Et les premiers retours sont extrêmement positifs. On a des étudiants qui nous disent qu'ils comprennent bien l'articulation des différentes disciplines au sein d'une UE, qu'avant, ils ne comprenaient pas pourquoi dans une UE, il y avait thème et phonétique, et puis dans l'autre, il y avait version et civi. Donc là, maintenant, on a des étudiants qui comprennent bien le fait qu'une UE a une logique interne. Donc ça, c'est positif. C'était donc la cohérence pédagogique qu'on a mis en avant de réfléchir à la compétence RNCP. Et elle semble avoir payé. La question de la compétence telle qu'on l'entend d'un point de vue ministériel, elle est finalement passée au second rang. Cela dit, le travail actuel sur les modalités de contrôle de connaissances va devoir nous amener à voir comment chaque UE vient valider une compétence particulière. Donc, on va devoir là se reprendre ça de zéro, puisque donc nous, on a travaillé sur ces questions de micro-compétences que j'ai assez peu développées. Mais il va falloir qu'on voit comment ces micro-compétences peuvent être mises en face des macro-compétences RNCP communes à toute la filière pour dire que tel UE permet de valider telle compétence. Et donc là, c'est le travail qui nous attend pour la fin du mois de novembre. On a les premiers contrôles continus qui ont eu lieu. Là, à nouveau, ça se passe plutôt bien. Dans mon cas, par exemple, j'ai un contrôle continu qui mélange deux enseignements. Donc, dans le premier contrôle continu, ils le font avec moi et ils ont quelques questions d'un autre cours. Et en fin de semestre, ça sera l'inverse. Ils ont quelques questions de phonétique dans leur examen, donc c'est de la syntaxe avec qui on travaille. Les étudiants voient très bien comment les choses se mettent ensemble, comment est-ce qu'une même question peut valider les deux. Donc ça, c'est positif. Maintenant, il va falloir qu'on voit comment ça revient se rattacher au bloc disciplinaire, pardon, au bloc de compétences RNCP. Donc, c'est la situation dans laquelle on est. Je vais m'arrêter là. C'est une situation où on n'a donc pas réussi à vraiment s'approprier pour l'instant les blocs de compétences RNCP. C'est peut-être parce que c'est spécifique à une filière LLCER qui comporte en fait
des cadres complètement différents de structuration d'une formation. Peut-être qu'il y a quelque chose de fondamentalement pas jouable avec ces blocs RNCP, je sais pas. Euh, on a travaillé sur une question de comment est-ce qu'on peut dire aux étudiants, vous voyez, on est en train de faire quelque chose qui est en commun, c'est pas que du contenu. Euh, et maintenant, il va falloir qu'on voit si les deux peuvent se relier a posteriori. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Florent pour tous ces détails, tout ce parcours que l'on comprend à la fois efficace et douloureux. Et bien sûr, on va laisser la place aux questions. J'en aurai moi-même deux, trois si elles n'ont pas été posées. Et bien la parole est à la salle. Nous avons Cécile qui a levé la main. Je vous propose de prendre la parole. Pascal ensuite. Merci. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais, ok. Merci beaucoup, Florent, pour ce sobering tale de cette expérience. Mais c'est vraiment très utile d'avoir la chose dans vraiment toutes ces étapes et aussi toutes ces difficultés. Donc, vraiment merci, puisque nous, c'est quelque chose qu'on s'apprête à faire, puisqu'on va changer de maquette. J'avais juste alors, je suis assez, justement, hein, je suis venue aujourd'hui parce que j'y connais rien, justement. Donc, ma question est assez basique, mais je me demandais, donc, là, sur la question des M3C, alors en plus, qui va être compliqué, j'imagine, par les annonces de peut-être aussi le CAPES au niveau L3, bref, je m'en rends même pas compte comment ça peut voilà, chambouler aussi ce sur quoi vous étiez déjà parti, mais bon, bref. Est-ce qu'en fait, il y a une nomenclature, enfin, il y a une sorte de taxonomie des différentes compétences qui existent, qui est vraiment très détaillée ou pas du tout? Voilà, est-ce que en fait, c'est une liste finie de compétences ou est-ce que, parce que tu parlais de micro-compétences et donc j'ai bien compris que ces micro-compétences-là, clairement, elles n'étaient pas définies, donc vous les avez définies. Mais est-ce que, enfin voilà, quelles sont Alors, il y les a une contraintes à collègue ce niveau-là? t'a mis dans le chat le lien vers la fiche RNCP. Effectivement, il y a une nomenclature qui est définie par filière de formation. Donc, la filière LLCR a sa propre fiche ministérielle qui détaille les compétences. Il faut savoir que ces compétences, je ne sais pas si vous connaissez des gens qui sont à Pôle emploi, mais en gros, quand vous allez à Pôle emploi, on vous demande de cocher dans une liste de compétences et ça ressemble à peu près, en fait, c'est les mêmes, ça prend la même nomenclature que les fiches spécifiques à un diplôme. Donc on a effectivement une nomenclature un petit peu rigide qui nous vient du ministère. Et derrière, on peut l'adapter de manière locale pour dire que, enfin, donc on a des blocs qu'on n'a pas le droit de toucher. En gros, l'intitulé même de la compétence, on n'a pas le droit de le toucher. On estime que dans la filière LCR, il y a une liste finie de compétences. Par contre, derrière, on peut spécifier comment nous, dans notre université, on travaille cette compétence-là. Merci beaucoup. Vas-y, Pascal. Ok. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Florent, pour cette passionnante présentation. Juste pour une petite introduction, je voulais vous informer que donc avec Catherine Collin, que je vois ici également, et notre collègue Cédric Sarret, nous sommes un groupe de travail en train de travailler sur l'approche par compétences pour rédiger un chapitre pour le prochain livre blanc de la SAES. Et donc, cette présentation était particulièrement enrichissante. Et donc, je vais me permettre de vous poser quelques petites questions, en fait, techniques par rapport à toutes les études qu'on a pu faire et tout ce qu'on a pu découvrir dans les différentes démarches qui ont été mises en place par les collègues en France en licence d'anglais. La première chose que je voulais vous demander, c'était à Nantes, vous êtes dans quelle vague HCERS? C'est une bonne question, je sais Alors, pas. je vous explique, c'est pas une question piège. Et c'est pas grave si vous pouvez pas me répondre maintenant, mais si vous pouvez me dire, parce qu'en fait, je vous explique, j'ai étudié les 5 dossiers HCERS, donc des 5 vagues de A à E,
dans lesquels il y a effectivement les exigences en termes notamment de compétences. Et alors, très étonnamment, pour quasiment aucune des vagues, les exigences ne sont les mêmes. Donc, voilà, c'est pour essayer de comprendre en fait sur quoi vous vous êtes basé. Donc, on pourra peut-être s'écrire et puis rediscuter de vérifier où est Nantes. Et la deuxième question qu'on pose à tout le monde, c'est est-ce que vous avez déterminé un niveau d'anglais à atteindre en fin de licence euh, en- à un niveau qui serait aligné sur le cadre européen commun de référence pour les langues, puisque en fait, le sujet a l'air d'être extrêmement flou, quitte à avoir fait une différence entre les compétences de réception ou les compétences de production ou d'interaction ou de médiation entre Alors, on en a l'écrit et l'oral. discuté, effectivement, on a par parcours, on a en fait un niveau d'entrée, on a un niveau d'attendu, donc on demande un niveau B2 en anglais pour l'inscription. Enfin, lors du dossier Parcoursup, on demande un niveau B2 en anglais et un niveau C1 en français. On a discuté du niveau de sortie, mais là, à nouveau, on n'avait pas du tout les mêmes attentes entre les différentes langues de la filière. Et c'est ce qui fait on a rien formalisé sur le papier. En anglais, on était parti du principe que le niveau de sortie est un C1. Et bon, mais la vérité, c'est on l'a formalisé nulle part. On a un des parcours de la licence qui est en grand débutant. Donc, évidemment, on peut pas attendre des italianistes qui commencent en débutant qu'ils sortent en C1. Donc, c'est quelque chose qu'on a choisi de ne pas formaliser dans notre référentiel local. D'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que pour l'anglais, les étudiants qui ont leur licence, qui valident leur licence, ont un niveau C1? On peut dire qu'on attend d'eux qu'ils aient un niveau C1. Merci. Je ne prends pas la parole plus longtemps. Merci beaucoup. Madame Deschamps, allez-y, s'il vous plaît. Oui, bonjour, Emmanuel Dechamps. Moi, je suis de l'université de Cergy et je suis donc en tant que doyenne jusqu'à l'année dernière de l'UFR de langues et études internationales. Je siège également au bureau de la conférence des doyens qui représente toutes les disciplines du domaine arts, lettres et langues et SHS. À ce titre-là, je siège également au CSLMD, qui est l'organisme qui examine et valide, donne un avis consultatif sur les fiches RNCP. Voilà, donc c'est pour ça. Donc je voulais vous donner quelques éléments. Alors, la fiche RNCP sur laquelle vous vous êtes basé a raison. En fait, les fiches RNCP, elles ont été mises en œuvre par le ministère pour faire le lien, comme Florent l'a très bien expliqué, avec le ministère du Travail et pour mettre en valeur l'employabilité des étudiants à la fin de n'importe quel parcours de formation. Et comme vous savez aussi, la validation de la fiche RNCP, c'est ce sur quoi s'appuie le ministère pour homologuer ou refuser pour accréditer ou refuser l'accréditation à des organismes de formation privés. Donc nous, en tant qu'université, on est dans une position un petit peu, et surtout en tant que filière générale des universités, on est dans une position un petit peu compliquée dans cette logique-là, parce que cette logique, c'est pas du tout celle qui a présidé à la construction et à l'histoire de nos disciplines et de nos parcours de formation. Donc au moment où ces fiches RNCP, elles existent à mon avis depuis 7 ou 8 ans, et uniquement. Et au moment où elles ont été rédigées, soudain, c'est devenu une obligation réglementaire pour toutes les mentions de licence d'avoir une fiche RNCP. Et donc, elles ont été rédigées avec l'idée de mettre en valeur les compétences de nos étudiants à l'intérieur de chaque mention de licence et de master. Donc, là, la fiche RNCP de la licence LLCER et aussi celle de la licence LEA, enfin en fait de toutes les licences générales de nos domaines, c'est des fiches du coup d'une mouture assez ancienne et qui comprennent à la fois des compétences transversales, c'est-à-dire qui sont supposées par le ministère comme étant caractéristiques d'un niveau licence, L3, Bac+3,
Donc, en fait, une partie des compétences là, là, je viens de regarder la fiche RNCP. En fait, dans les nouvelles versions d'affiches, on voit bien la différence entre les compétences transversales et donc communes à tous les niveaux L3, donc que ce soit une licence de biologie ou d'anglais ou d'information communication. Il y a des blocs qui sont communs et qui correspondent à un niveau L3. Et après, vous avez des compétences spécifiques qui sont beaucoup plus ciblées sur le contenu de la formation. Mais la logique qui a présidé à la rédaction des fiches, c'était de partir de ce qui se faisait et de pouvoir mettre des compétences un peu générales qui correspondaient au type de formation qu'on donnait aux étudiants. Mais ce que je veux dire, c'est que quand elles ont été faites, il s'agissait de partir de la formation pour arriver à la compétence. Et la logique, ça a jamais été, je crois, de partir de la compétence pour en déduire la formation. Et donc, c'est très intéressant dans le récit que vous avez fait, c'est de voir que ce qui marche dans un sens ne marche pas forcément dans l'autre. Donc, effectivement, là maintenant, ce qui est demandé, je crois, par l'HCRS, par le ministère, c'est beaucoup plus de cohérence, enfin, que le lien entre la formation et les compétences soit explicité de manière beaucoup plus précise et soit adossé aussi sur donc, des maquettes qui montrent les compétences et aussi, dans le meilleur des cas, des évaluations qui permettent d'évaluer le niveau de maîtrise d'une compétence. Mais voilà, c'était pour préciser un petit peu la logique et voilà, je veux bien répondre aux questions s'il y en a. Par ailleurs, cette fiche, comme les autres fiches du domaine, elles sont en cours de refonte par le ministère. Donc, d'autres compétences transversales vont être ajoutées. Voilà, par exemple, sur le handicap, si ça... mais ce qui ne doit pas nous conduire directement à changer immédiatement nos programmes. Voilà, donc je pense que c'est utile aussi de savoir aussi dans quel esprit sont faites les choses. Alors, j'aimerais, si je peux juste intervenir, quand effectivement, nous, on est parti, ça a été notre travail, on est parti de la fiche RNCP pour la découler en offre de formation. Et par contre, ce travail-là a très bien marché au niveau master. Au niveau master, on a bien réussi à prendre une compétence, un des blocs de compétences, pour chaque bloc de compétences qu'on avait sur la fiche RNCP, on a assez facilement pu se dire oui, tout à fait, c'est ce qu'on fait, ou si c'est un truc qu'on fait pas, c'est un truc qu'on devrait faire. Et donc, on a créé des nouveaux cours pour mettre en face. Mais d'un point de vue d'un point de vue des compétences transversales du master LLCER et des compétences disciplinaires, ça a été beaucoup plus facile voilà, ça a été très facile sur le master, ça a été un échec sur la licence. Je peux intervenir dans le même sens. Donc, nous, à l'Université de Strasbourg, on a une nouvelle maquette qui sera utilisée à partir de septembre 24. Donc, nous n'avions pas l'obligation de faire une maquette organisée en bloc de compétences, mais nous avions l'obligation de réfléchir à des macro-compétences et des micro-compétences et de faire des matrices de croisement entre nos UE et modules actuels et ces micro et macro compétences. On a dû réfléchir également aux situations, etc. Donc nous, on a vraiment eu le besoin de réfléchir à des macro compétences parce que celle de la fiche RNCP était, entre guillemets, peut-être trop floue, trop générale finalement, en effet, sachant que la mention à l'LCER à Strasbourg, dont j'étais co-responsable jusqu'à il y a quelques mois, c'est 20 parcours différents avec, je ne sais plus, 15 langues différentes. Donc, c'était un peu compliqué. Et je ne sais pas ce qu'il va advenir de ce travail. Donc, on aura l'obligation d'organiser la maquette sous forme de bloc de compétences en 2028. Et donc, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais s'il y a de nouvelles fiches qui seront rédigées, peut-être on aura plus de facilité, ça sera peut-être plus, je ne sais pas. J'ai une question, Florent, justement à propos de ça. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Donc, actuellement, les étudiants passent des épreuves, mais les MECC ne sont pas encore fixes, votés.
Alors, est-ce que ces épreuves, c'est pour valider les blocs de compétences tels qu'on les a vus, qui j'imagine ne sont pas compensables? On a décidé que, alors là aussi, l'université nous a fourni un guide d'élaboration de nos modalités de contrôle des compétences et connaissances. Et la règle, enfin la consigne qu'il donne, qu'on peut adapter ensuite différemment selon en équipe pédagogique, c'est que les blocs ne se compensent pas entre eux, mais quand on parle de bloc chez nous, on parle du bloc disciplinaire versus transversal versus complémentaire. Donc, Oui, un je suis étudiant d'accord. n'est pas obligé voilà, de valider toutes ses UE d'anglais, mais il est obligé de valider Oui, le l'ensemble bloc. des. Enfin, voilà. Oui. Mais alors, il y a juste un truc que je ne comprends pas, du coup, c'est le rapport à la fiche RNCP. Est-ce que ça sera une espèce d'additif? C'est-à-dire, en fin de licence, quand ils auront validé tous leurs blocs, il y aura en plus un formulaire, ou je ne sais pas comment, qui croise la fiche RNCP avec les blocs de compétences qu'ils ont validés pendant leur licence, ou alors c'est là tout de suite, pour valider une année, il y a encore un travail à faire sur l'adéquation avec les compétences par année. Je n'ai pas bien compris le rapport avec la fiche RNCP. Alors, ça sera effectivement, peut-être que Emmanuel Duchamp peut me corriger si je dis des bêtises, mais c'est effectivement à la fin de la licence qu'on doit s'assurer que les compétences qui étaient prévues dans le cadre de la formation ont bien été validées. Donc, c'est presque plus un additif au diplôme ou quelque chose, enfin, ça sera plutôt sous cette forme-là. On ne demande pas chaque année aux étudiants, enfin, on leur dit pas si vous n'avez pas validé la compétence X qui était validée dans l'UE 382 XYZ. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir votre année. On est, et c'est pour ça qu'on nous demandait aussi, quand on prenait la manière dont on a travaillé sur ces compétences RNCP, c'était d'essayer de voir si chaque compétence pouvait être déclinée par palier en première année, en deuxième année, en troisième année, pour pouvoir évaluer une progression. Donc, on a eu en fait on devait arriver assez rapidement à cette étape-là, et c'était ce sur quoi on devait se mettre à travailler en avril, dès qu'on avait fini la structure de l'offre de formation. Mais comme il y a eu ce gros blanc et cet épuisement aussi, il faut le dire, tout a pris du retard. Mais là, effectivement, on nous demande d'expliquer quelles compétences chaque UE permet de valider. Pour s'assurer que derrière, toutes les compétences prévues par notre référentiel ont été validées à un moment, ou ont été en tout cas travaillées à un moment. Je ne suis pas certain qu'on part du principe que chaque compétence devra, de manière indépendante, être validée, mais en tout cas, il faut qu'elles soient toutes travaillées à un moment de la formation. Peut-être Oui, qu'Emmanuel oui. Deschamps aura quelque chose à Non, rajouter? non, non, mais je comprends bien ce que. Et donc, c'est pour ça que finalement, cet additif ou ce supplément, enfin, je ne sais pas, cette espèce de certificat, quoi, que chaque compétence a été traitée, c'est pas, ça ne conditionne pas l'obtention du diplôme, en fait. Le diplôme lui-même, c'est vraiment ces blocs-là validés avec les compensations intra-blocs. C'est ça qui Tout à compte. fait. Et alors, et une des choses que en interne on nous propose, c'est qu'on peut estimer que certaines compétences sont indispensables et qu'en l'absence de validation d'une des compétences, on peut refuser la validation du diplôme. Mais ça, c'est aux équipes pédagogiques de décider cela. Peut-être s'il y a un complément de la part de... Enfin, Pascal avait levé la main. Non, non, allez-y, finissez. Je vous laisse. Non, moi je voulais. Alors, sur cette question-là, le souvenir que j'ai de votre. Vous pouvez peut-être remettre votre diapo sur les UE, le découpage entre UE et EC en L1. En fait, moi, je trouve que vos intitulés d'UE sont tout à fait cohérents, et je comprends que ça parle bien aux étudiants comme réorganisation. Je ne sais pas ce que c'était avant. Euh, Après, on est quand même Enfin, c'est quand même une logique de contenu, et c'est plus qu'une logique de compétences qui prévaut à vos intitulés d'UE. Et ce n'est pas du tout une critique de ma part, hein. Moi, je pense que, de fait, dans les licences générales, on est sur des logiques de contenu et on ne peut pas tout à fait s'en extraire. Mais peut-être que ce que signalait aussi notre collègue de Strasbourg, c'est que effectivement, le passage de l'intitulé de l'UE à la compétence qui est validée ou non est pas forcément immédiat.
Mais après, est-ce que c'est très grave? Je ne crois pas. Et est-ce que, enfin, voilà, Alors en fait, pas on a autant que possible. Alors je pense que je l'ai pas, j'ai quand même un peu sauté le passage où je t'expliquais les micro-compétences. Mais effectivement, là, on est parti sur une compétence qui est le premier bloc. Effectivement, c'est un contenu adossé à de la littérature et de la civilisation. La compétence qu'on travaille, c'est l'identification des références au sein d'un champ disciplinaire. Donc la possibilité de mettre dans le bon ordre des éléments, de comprendre que tel élément arrive avant tel autre, etc. Dans le deuxième, c'est la capacité d'expression en langue étrangère dans un niveau de type universitaire. Dans la troisième, c'est la capacité d'une production phonétique. Donc on a réfléchi en termes de compétences, mais effectivement, on n'a pas, on a refusé d'aller jusqu'à la scission compétences-contenu. Et je crois que c'était la condition pour que les collègues suivent et s'engagent dans ce travail-là. C'était de surtout pas d'accepter qu'on ait une filière générale et qu'avant tout, on a un contenu sur lequel on s'appuie. Donc, c'est-à-dire, on essaie de trouver un moyen d'arriver à une compétence qui est proche du contenu, mais qui n'est pas aussi vague qu'une compétence nationale. D'accord. Et sinon, moi, je trouve que voilà, vous avez fait avec toute l'équipe, enfin les équipes de Nantes, un travail absolument considérable. Et je comprends pas pourquoi les instances ou la présidence vous a imposé un calendrier qui prenait pas en compte la modélisation, parce que en fait, c'est de là que ça part. Nous, on se plaint à Cergy que les calendriers prennent uniquement en compte la modélisation et pas le travail pédagogique, ce qui a aussi ses travers. Mais C'est l'inverse. de fait, il faut prendre en compte les deux, quoi. Oui, on a eu, enfin, et les collègues BIAT sont alertés très très tôt sur la situation parce ils ont vu l'éléphant arriver, eux. Euh, et lorsque la présidence et la direction du pôle nous disaient 2 semaines, ça suffira, les vacances de Pâques, où en plus les BIAT étaient pour la plupart en congé, et tant mieux pour eux, enfin, ils le méritaient bien. Les vacances de Pâques suffiront à la saisie de l'intégralité de toutes les formations de l'université. Donc voilà, on en est effectivement à une situation où donc c'est aussi pour répondre à un élément qui a été à une question de Marie-Pierre tout à l'heure. Nous avons à l'heure actuelle, nous sommes en train d'avoir des contrôles continus. Nous n'avons pas de modalité. Les modalités de contrôle de connaissances on a voté un document blanc en fait en septembre. Disant sous réserve de, mais on a voté un document blanc pour la composante puisqu'on n'avait rien. On n'a rien d'affiché. Effectivement, si les étudiants font un recours, on ne sait pas ce qu'on fait, mais on est dans cette situation-là. Ouais, c'est particulier, mais c'est comme ça. Alors, il y avait Pascal et Catherine ensuite. Oui, juste une question très rapide justement pour la valorisation des compétences. Normalement, il est prévu, hein, alors c'est fait nulle part, hein, mais je ne sais pas, peut-être que vous, ça va finir par arriver, euh, que pour chaque diplôme, il y a un document qu'on appelle une annexe descriptive au diplôme qui doit être fourni aux étudiants. Et est-ce que je voulais savoir si justement le passage à cette approche par compétence avait permis le déclenchement de la publication de cette annexe qui serait fournie aux étudiants, ou si c'était prévu. C'est prévu. Ça fait effectivement, c'est ça quand je parlais d'additif Oui, au diplôme, c'est effectivement à ça que je pensais. Mais alors effectivement, et c'est un objectif qui a été complètement perdu de vue. Et je dois avouer que nous, on a remarqué que en essayant d'expliquer aux étudiants quelles compétences on allait travailler, ça restait très très flou pour eux. Donc si on leur disait cette UE, c'est mettre en relation des pensées des courants de pensée de pays différents, ça leur parlait pas du tout. Donc c'est quelque chose qu'on a relégué complètement au second plan pour l'instant, mais qui en théorie, enfin, lorsque les jurys de L3 vont se tenir cette année, cette question va devoir être posée, puisque en théorie, ils auront validé une L3 en approche par compétence. d'accord, merci. Catherine? Oui, alors moi non, c'était très rapide et c'était pour rebondir sur la discussion juste avant sur les intitulés des UE. En fait, nous, donc, Pascal a indiqué qu'on travaillait au sein de la commission formation sur justement sur l'approche par compétences. Et ce qu'on a remarqué, c'est que tous les référentiels, toutes les aides, enfin voilà, des spécialistes, etc., les articles qui avaient été publiés sont partis finalement beaucoup de formations scientifiques. Et j'irai même au-delà de ça, sont partis de formations très professionnalisantes où il y a carrément en fait des intitulés de métiers
dans les filières, en fait, hein, ce que forcément, on ne peut pas avoir sur une licence qui, a priori, est généraliste. Et je trouve que bah, justement, vous êtes plutôt pas mal dépatouillé sur ces compétences. Et c'était juste, voilà, juste pour dire que, enfin, moi j'aime beaucoup aussi l'UE English as an Academic Genre, mais c'est parce que je prêche aussi pour mon autre paroisse qui est effectivement l'anglais de spécialité et puis voilà le GERAS. Donc je trouve ça assez sympa en fait ce que vous avez regroupé dans cette UE-là. Donc là, j'avais pas spécialement de questions, mais c'était plus pour voilà, rappeler pour les personnes qui peut-être sont pas encore tout à fait familières avec l'approche par compétences qu'au départ, on est sur des formations plutôt professionnalisantes et que c'est beaucoup plus facile quand effectivement on a des métiers en tête, on a des compétences techniques qui vont être facilement listables. Et que du coup, voilà, je trouve que c'est quand même très intéressant le travail que vous avez fait. Bah, en fait, on s'est retrouvés, alors quand je disais qu'on avait qu'on a eu des composantes pilotes dans chaque de l'université, on a eu en fait dans le pôle sciences et techniques, c'est l'IUT qui a été la composante pilote. Et eux, ils s'amusent comme des fous, hein, ça marche super bien, ils adorent ce qu'ils font. Ça leur a vraiment ça leur a permis vraiment de repenser aussi l'évaluation des étudiants. Enfin, et les autres composantes qui ont basculé, donc nous, c'était psychologie pour le pôle humanité, et pour le pôle santé, c'était STAPS. Pour le pôle économie droit, je crois que ça devait être l'IAE, mais je crois qu'ils ont obtenu un droit de ne pas le faire parce qu'ils n'avaient aucun personnel administratif, qu'ils étaient tous en arrêt maladie, donc ils n'ont rien pu faire. Mais on est sur deux formations qui, en fait, ont été poussées à passer en premier parce que ce sont les formations à immense effectif et où un des bonbons de l'approche par compétence, c'est de dire, regardez, vous pouvez tout passer. Enfin, la manière dont elle est amenée à notre université, c'est aussi de dire, regardez, pour acquérir une compétence, on n'est pas obligé de faire cours, on n'est pas obligé d'avoir les étudiants en présence, on n'est pas obligé de les évaluer en présence non plus. Donc, on peut mettez-leur des quiz sur Moodle toutes les semaines, ça compte comme un cours. Et donc, pour des composantes qui avaient tout simplement pas les moyens humains et logistiques d'accueillir tous les étudiants qui s'inscrivaient chez eux, ça a donné une bouffée d'air en L1 en fait. Mais pour autant, ils sont pas satisfaits nécessairement de ce qu'ils font parce que ils peuvent pas décliner la logique de la compétence au niveau individuel. Ils restent avec des promotions immenses. Et là, on est finalement maintenant sur l'entre-deux. Où on se retrouve aussi avec un département d'anglais qui a 450 étudiants en L1 et on doit travailler sur les mêmes compétences que le département d'allemand qui a 3 étudiants en L1. Et on peut pas vraiment faire la même chose. Parce qu'aussi, on n'a pas les moyens de les amener au même endroit à la fin. La professionnalisation en allemand est beaucoup plus simple parce qu'ils peuvent les amener vers des masters, parce qu'il y en a. En étudiant en anglais, on peut pas prendre chaque étudiant indépendamment et l'aider à construire son parcours, malheureusement. En tout cas, pas dans notre université. Oui, Daniel avait levé la main. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Je voudrais mettre un petit bémol sur les IUT parce que je travaille à un IUT. Et donc, je voudrais dire que je voudrais rassurer tout le monde, ça se passe pas si bien que ça, quand même. Et notamment, enfin, moi, on a eu beaucoup de mal parce que tout a été fait pendant le bon moment du Covid, où on a été un peu forcé d'aller vers cette approche par compétences. Et puis, alors, pour les langues, on a perdu beaucoup d'heures, hein, pour certaines formations, jusqu'à la moitié des heures. Et ce qui a été dit lors du congrès de la PLIUT, l'Association de professeurs de langue des IUT, c'est que il faut beaucoup de moyens pour faire l'approche par compétences. Oui. Et là, quand je vois que l'administration n'a pas suivi, c'est ce qui a été dit ailleurs, c'est qu'il faut vraiment donner du temps au personnel, il faut donner des moyens financiers pour mettre en place l'approche par compétences. Et souvent, quand on regarde les références qui viennent donc sur l'approche par compétences, elles viennent de la Belgique, de la Suisse, du Québec, c'est-à-dire des pays où on donne les moyens de passer à cette nouvelle approche, enfin nouvelle, qui existe depuis une vingtaine d'années. Et alors en France, on nous dit faut faire un moyen constant et parfois même avec moins de moyens. Ouais. Donc là, je trouve que c'est vraiment regrettable que les enseignants aient vraiment mis le paquet et puis après que l'administratif ne suit pas, quoi. C'est C'est ça. incroyable. Et c'est effectivement, quand je dis qu'à l'IUT de Saint-Nazaire, ça se passe très bien. Enfin, en tout cas, les collègues qui en parlent en sont vraiment satisfaits. Par contre, ils ont eu des moyens parce que donc, Nantes Université
avait obtenu un financement il y a quelques années pour la mise en place pour les formations pilotes, en fait. Donc, ce financement, il est utilisé en psycho pour concrètement enregistrer des capsules vidéo pour gérer les afflux de L1 et donc les mettre face à des vidéos à la maison pour éviter d'avoir à leur mettre des amphis. Mais à l'IUT, ça s'est traduit par de l'investissement dans du matériel, par de l'investissement dans des personnels. Et ils sont très contents parce qu'ils ont des toutes petites promos avec lesquelles ils ont vraiment les moyens et le temps de faire les choses bien. Mais comme ils le disent, ils sont des petites promos, ils sont tout à fait conscients. Et alors, et je ne sais pas quelle est la situation de l'anglais à l'IUT là-bas. Je pense les collègues avec qui je parle ne sont pas des collègues d'anglais, ce sont des collègues Ouais. Bon, disciplinaires. ça dépend des spécialités, mais il y a certaines spécialités qui ont pu conserver leur volume horaire et d'autres, fait très rares. Et la plupart ont perdu beaucoup d'heures. Nous, on a réussi en anglais à monter notre volume horaire, mais on est encore bien en deçà du volume exigible pour une licence. On est très très loin des 1500 heures. On a fait un objectif à 1350, mais avant on était à 1200. Donc on est encore très loin du volume exigible pour une licence. En tout cas, merci bien pour cette présentation, puisque ça donne vraiment un autre aperçu de l'approche qui s'effectue justement pour les spécialistes d'anglais. Et voilà, l'idée, en fait, un des éléments qui est sorti aussi, donc je disais, enfin, moi, je suis arrivé il y a un peu plus d'un an à Nantes. On avait des collègues qui savaient que ça allait tomber. Enfin, les collègues sur place, voilà, il n'y avait pas eu de recrutement depuis quelques années. Enfin, on est deux à être arrivés récemment. Euh, mais avant, il y avait un peu un trou. Et c'est des collègues aussi qui nous ont dit, ne vous prenez pas non plus trop de passion pour ce modèle-là. Dans 5 ans, il faudra qu'on le refasse, que ce soit en approche par compétence ou autrement, mais la manière dont on construit la formation changera. Donc, c'est aussi quelque chose qui reste. C'est pour ça qu'on s'est dit, on prend la liberté de réfléchir à ce qu'on trouve bon dans l'approche par compétence, sans suivre aveuglément le guide de construction, mais parce que ça se trouve, effectivement, dans 5 ans, la fiche RNCP aura changé et on aura essayé à tout prix de calquer des blocs d'UE à des blocs de compétences qui n'existent plus. Donc, on s'est dit, au moins, en restant sur du contenu, enfin, sur l'articulation compétences-contenu, on prend moins de risques. Oui, moi, pour appuyer ce que vous dites, moi, à titre personnel, je trouve qu'on essaye de faire beaucoup de choses à l'approche à l'approche par compétences, de structurer les équipes pédagogiques, de forcer les collègues à travailler ensemble, ce qui peut être enfin, à chaque fois, ça peut être des bonnes choses et des objectifs très légitimes dont l'université peut avoir besoin, hein, mais on s'en sert pour faire ça, on s'en sert pour normaliser, pour essayer de garantir dans des conditions, des situations d'inégalité croissante entre les établissements un niveau commun à la sortie en licence, alors même que les forces qui s'exercent sur l'enseignement supérieur actuel vont plus vers un classement des universités, une différenciation des moyens aussi et des ambitions qu'on donne à chaque université. Donc ça, c'est un peu l'idée qu'on va maintenir quand même quelque chose de commun, mais ça va de pair avec une fragmentation et une mise en concurrence. Et voilà, et on pense, et comme vous l'avez bien dit, on se sert des compétences pour aussi supprimer des heures de cours et le remplacer par des validations plus ou moins automatiques dans un contexte où les moyens diminuent. Donc je pense que c'est aussi nous, enfin, voilà, en tant qu'universitaire, il ne faut pas qu'on perde le cap de quel est notre métier et qu'est-ce qu'on... Enfin, voilà, on est encore dans une position où on peut collégialement décider des façons voilà, dans un cadre de plus en plus contraint, mais des façons dont on souhaiterait l'exercer. Merci, je pense que ça peut être le mot de la fin, à moins qu'il y ait encore une ou deux questions, mais nous avons déjà dépassé l'horaire prévu. Plus de questions? Eh bien, on va... Cécile avait levé la main, elle n'ose pas la Ah, remonter, pardon, mais Cécile. J'ai pas vu du tout, pardon. Non, mais Rapidement, je veux pas outrageusement rallonger, pardon. Mais non, mais c'était juste, enfin, pour rebondir sur cette idée de, parce que dans ta présentation, t'as, voilà, t'as parlé des retours positifs au niveau des étudiants.
Et justement, je voulais rebondir sur cette notion de collégialité, parce que voilà, quand on voit l'UE, là, L2, S4, qui m'a parlé particulièrement à la phono-littérature. Alors, c'est vrai, donc tu as parlé dans ta présentation, j'imagine que vous avez eu des réunions inter-départements, enfin vraiment pour tous les parcours de licence, donc tu as dit toutes les langues, etc. Après, tu as parlé des réunions spécialités, donc tu as dit les linguistes, etc. Mais j'imagine pour la construction de ce genre d'UE, il y a bien eu des réunions tout département, enfin donc tout pôle confondu. Et Oui, justement, en je fait, me demandais... ce Oh, qui pardon. a le moins, ce qui a le moins eu, c'est les réunions de secteur, on va dire. Donc, Ok, d'accord. il y a eu une réunion de préparation entre linguistes, une entre civilisationnistes, une entre littéraires. Et ensuite, à partir de là, tout le travail s'est fait en département. Et Ok. justement, avec l'objectif, c'était pas c'était un petit peu notre envie avec Émilie Valézac, avec qui je dirige le département d'anglais, qui a aussi animé ce travail-là. C'était une de nos envies, c'était d'arrêter un petit peu la segmentation et de dire faut arrêter d'avoir une UELité, une UECIVI, une UE linguistique. Dans ce cas-là, à quoi ça sert d'être trois disciplines dans une même formation? Donc, on essayait vraiment de trouver des points d'entrée communs et on y a plus réussi sur les complémentaires parce que sur les complémentaires, en fait, Mm. on s'est beaucoup plus basé sur du contenu. On a peu réfléchi à la compétence et on a trouvé des points d'entrée de contenu très facilement. Mais oui, ça a été. Enfin, on a eu on a eu deux réunions. On a eu une réunion d'une journée entière. On a eu une des réunions qu'on a eues, qu'on avait appelé le maquettathon. C'était le vendredi 9h-18h. On est allé au restaurant sur les frais du département d'anglais, mais du coup, on a eu une réunion de 9h à 18h. Et en cet espace-là, on a réussi à faire beaucoup, en fait. Et est-ce Et que... tout le Ouais. département est venu. C'est important de le préciser. Et Y est-ce compris que... les lecteurs, les ATER. Tout le monde était là. Ouais, d'accord, parce que ça, enfin, moi, je trouve ça intéressant, étant dans une filière souvent réputée sans contenu, puisque spécialiste de langue orale. Est-ce que du coup, toi, enfin, rapidement, mais juste, est-ce que tu t'as trouvé que ça faisait avancer justement, parce que du coup, les compétences qui sont travaillées justement dans ces cours de langue orale sont souvent... Alors, soit on a l'impression que tout le monde les traite parce que tout le monde fait des exposés, que ce soit en litté, en civique, machin, mais sans forcément revenir à la compétence en tant que telle de qu'est-ce que c'est présenté. Alors, du coup, voilà, je voulais un peu ton avis sur ça, sur voilà, est-ce que ça a permis de finalement avoir vraiment un lieu où il y a ces compétences qui sont vraiment travaillées, plutôt que la responsabilité, entre guillemets, de l'apprentissage de ces compétences soit un petit peu divisée, et finalement personne ne s'en charge. Et est-ce que ça a aussi permis, toi aussi, qui étais nouveau collègue, d'avoir une idée plus claire en fait de ce qui est fait dans les cours, parce que c'est ça, je trouve que c'est quelque chose. Moi, ça va faire 8 Moi, ans enfin, que... je suis ravi d'être arrivé cette année-là. Ouais. Ça a été Mm, épuisant, mais et tu vois, ça faisait partie. Donc, je me suis dit, il faut un moment que je mm. fasse quelque chose sur de l'intonation. Et lui, ça m'énerve. Moi, j'ai jamais suivi de cours sur l'intonation. Je sais que ça fait quand même partie on peut pas faire de la langue orale, on peut pas enseigner la phonétique et la phonologie sans faire d'intonation, mais je voyais pas à quoi ça servait, en fait. Et à partir du moment où c'est venu s'intégrer assez naturellement sur une UE centrée sur les questions de rythme, c'est devenu logique. Mm. Enfin, je me dis, je le fais pas pour moi, je le fais pas parce qu'il y a 5 étudiants qui vont aller passer le CAPES, je le fais aussi parce que ça répond à un élément qui est structurel de l'oralité. Et l'oralité, ce n'est pas que linguistique. Donc, et puis avec les lecteurs, on a aussi travaillé sur, justement, pour pas que ça soit un cours sans contenu, on a travaillé Mm. justement sur une manière de progression de leur évaluation en langue orale. Donc, par exemple, la dimension exposée, elle est validée avec de la civilisation en troisième année. Euh, et on est sur un travail où ils vont reprendre une partie des contenus des cours de civi dans les cours de langue orale, et Mm. où les exposés vont permettre de démontrer la capacité argumentatoire. Donc, on n'est plus sur une compétence de langue orale à proprement parler, mais d'argumentation, Et il n'y qui a se pas eu de décline à l'oral, évidemment. réticence, il y a pas eu de réticence à la délocalisation, entre guillemets, de ces Il y en évaluations-là. a eu, si bien sûr, oui. Mm. Ok, Elles ok, n'ont pas ok. été insurmontables. Rédhibitoire. Ok, Ouais. super. Merci beaucoup. Et j'arrête là. Merci. Bien, je pense que nous allons en rester là pour aujourd'hui. Encore un grand merci, Florent. Bah, merci à vous. Cette thématique, elle est toujours passionnante, hein, parce que elle est clivante, elle est différemment perçue partout, pas facile à mettre en place. Enfin, donc merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les participants du jour.
Et nous nous retrouvons, je ne sais plus quand. Claire, on avait déjà quelque chose prévu, je ne sais plus. Non, En non, mars, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, oui, année 2024, ça c'est sûr. On vous tiendra au courant. voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.